Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à notre cycle annuel de conférences sur la recherche en droit. Alors aujourd'hui, à la veille de l'extrême complexification, je dirais, du cadre normatif entourant le cannabis, je ne sais pas si on peut parler de légalisation, mais certainement de complexité, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Finn Makela, qui va prononcer une conférence dont le titre est « Les effets de la légalisation du cannabis sur les milieux de travail ». Le professeur Makela est membre du barreau du Québec depuis 2005. Il est professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke depuis 2009. Ses domaines de recherche et d'enseignement comprennent la théorie et l'épistémologie du droit, la méthodologie de la recherche et le droit du travail et de l'emploi. Avant de se joindre à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, il a pratiqué le droit pendant plusieurs années au sein d'un cabinet de Montréal, où il œuvrait notamment dans les domaines du droit du travail et de l'emploi, du droit administratif et des droits de la personne. En plus de représenter des individus et des syndicats devant les tribunaux, il agissait comme formateur auprès de plusieurs centrales syndicales. Le professeur Makela est vraiment très, très sollicité cette semaine pour des raisons évidentes. Et donc, je tiens à le remercier chaleureusement d'avoir accepté mon invitation, d'être ici avec nous. Et je te cède tout de suite Merci. le stage. J'ai combien de temps? Environ? 45 minutes, 50. OK, c'est bon. Merci Margarida. Ça me fait toujours un très grand plaisir de venir à votre faculté où j'ai plusieurs amis et collègues que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi. Je vais vous présenter aujourd'hui une variation d'une formation que j'étais appelé à faire à plusieurs reprises dans la dernière année pour des raisons évidentes. Au début à l'Université de Sherbrooke, ensuite au Jeune Barreau de Montréal et aux membres du Tribunal de droit de la personne. Je ne l'ai pas modifié beaucoup depuis. Je suivais les modifications législatives, mais il n'y a pas tant que ça qui a changé. Cela étant dit, dans à peu près la dernière semaine, il y a eu une série de nouvelles relatives au contrôle de l'utilisation du cannabis par les membres des forces policières. Donc, peut-être à la fin, je vais pouvoir parler un peu de ça. D'ailleurs, j'ai écrit un billet de blog ce matin à ce sujet, donc je peux vous donner le lien pour ça à la fin. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec une introduction un peu d'historique de la répression de la consommation du cannabis en milieu de travail. Ensuite, on va regarder les intérêts des employeurs et des salariés, l'encadrement des tests de dépistage, les questions autour de l'accommodement du salarié dépendant au cannabis et le cannabis thérapeutique au travail. Donc, c'est pas tout à fait synchronisé, c'est bon. Je pense que ça vaut la peine de faire un petit détour par l'historique de la répression au cannabis en milieu de travail, qui nous permet de situer non seulement les règles applicables, mais aussi un certain nombre de discours qu'on entend et qui vient de survenir récemment dans le cadre des corps de police. Donc, la répression du cannabis au travail est vraiment intimement associée à la War on Drugs aux États-Unis, initiée par le président Reagan au début des années 80. Et ça a commencé avec un drôle de place, avec une enquête, une commission présidentielle sur le crime organisé, qui a été nommée en 1983 et qui a déposé son rapport en 1986. Et ce qu'on a déterminé dans ce rapport-là, c'est que la politique américaine de répression du cannabis ne fonctionnait pas. On essaie d'attaquer le cannabis à la source avec des pays partenaires pour essayer de réduire l'offre de cannabis et son importation aux États-Unis. Et ça fonctionnait pas.
on a découvert que le crime organisé, son source de financement primaire, c'était le trafic de stupéfiants. Et donc, pour s'attaquer au problème du crime organisé, on a décidé d'orienter la politique américaine vers la réduction de la demande pour les stupéfiants plutôt que de s'attaquer à l'offre dans les pays où les États-Unis avaient, disons, un champ d'action relativement limité. Donc, le rapport a été déposé en 1986 et dans le rapport, on voit toute une série de recommandations sur comment réduire la demande pour des stupéfiants afin de restreindre la source de revenus du crime organisé. Et parmi les recommandations, on voit, parmi des dizaines de recommandations, une qui nous intéresse, et c'est d'imposer des tests de dépistage de drogue dans les milieux de travail. Et la pensée derrière ça était assez claire. C'était que le droit pénal est assez inefficace comme mécanisme de contrôle de masse. C'est cher et, il faut le dire, les accusés y ont tout plein de droits, dont la présomption d'innocence, qui fait en sorte que c'est plus ou moins adéquat pour un contrôle de masse. Or, la perte de l'emploi, c'est quelque chose de très efficace et les employés ont moins de droits, moins de protection. Donc, on s'est dit, ben, si on peut menacer la perte d'emploi plutôt qu'un procès et éventuellement de l'emprisonnement, ça va peut-être être un incitatif plus important pour contrôler la demande des stupéfiants que le droit pénal. Le lendemain du dépôt de ce rapport, le président Reagan fait une adresse fameuse à la nation, annonçant qu'il va avoir une war on drugs, une guerre sur la drogue. Et il signe l'ordre exécutif 12 564. Un ordre exécutif qui sont redevenus à la mode avec le président actuel des États-Unis. Et dans cet ordre-là, on trouve l'affirmation selon laquelle « Persons who use illegal drugs are not suitable for federal employment ». Et donc, on autorise des tests de dépistage de drogue pour tous les postulants, pour tous les postes dans la fonction publique fédérale. Lorsqu'il y a une suspicion raisonnable qu'un salarié utilise la drogue, pas nécessairement au travail, dans le cadre d'un programme de réhabilitation, et pour tous ceux et celles dans ce qu'on appelait à l'époque des postes sensibles. Et les postes sensibles à l'époque, c'était les personnes qui avaient accès à des dossiers top secrets, c'était des agents frontaliers ou douaniers, c'était des policiers. Et l'idée, c'était que la consommation de drogue nécessitait un contact avec le monde interlope. Et donc, ces personnes-là étaient sujettes éventuellement au chantage, puis il y avait des problèmes de mise en œuvre de la prohibition, parce que, comme vous pouvez imaginer, c'est un peu difficile pour un policier d'arrêter son propre pusher ou pour un state attorney de poursuivre une poursuite contre celui qui le fournit. Donc, on a nommé ces postes des postes sensibles. À peu près aux mêmes époques, il y a la Federal Railroad Administration qui est en train de se pencher sur l'impact de la consommation de stupéfiants sur la sécurité au travail dans le système ferroviaire. Et ils vont adopter des règles permettant les tests de dépistage de drogue pour un certain nombre de personnes dont les postes sont décrits comme sensibles sur le plan de la sécurité. Donc, on est passé de postes sensibles sur le plan de la sécurité nationale aux postes sensibles sur le plan de la sécurité au travail. Et par la suite, il y a toutes sortes d'autres administrations en matière de transport qui ont suivi le modèle du Federal Railroad Administration, the Federal Road Transport Authority, et ainsi de suite. Toujours avec cette justification que la consommation de stupéfiants
que ce soit sur les lieux du travail ou non, risquer éventuellement de mettre en cause la sécurité, soit des travailleurs, soit des clients, soit de la population en général. Et le projet de recherche qui a animé ma thèse de doctorat, c'était d'évaluer comment ces règles-là ont comme migré au Canada. Et quand on regarde la jurisprudence canadienne, la première décision où on traite de la légalité des tests de dépistage de drogue au travail, c'est une décision de la CROA, de la Canadian Railway Office of Arbitration. Et il s'agissait d'un conducteur de train qui, lorsqu'il était aux États-Unis, et donc sujet aux règles du Federal Railroad Administration, a été dépisté aux États-Unis, puis son urine a testé positif pour les métabolites de marijuana. Et donc la question se posait, qu'est-ce qu'on fait au Canada avec un test qui a été fait aux États-Unis qui s'avère être positif? Finalement, l'arbitre Piché a confirmé le congédiement du cheminot en question. Et pas longtemps après, il a rendu une autre décision avec le même résultat, citant comme unique autorité sa propre décision, la première. Et par la suite, ces décisions-là ont comme métastasé dans la jurisprudence canadienne et on s'est dit, on a adopté un modèle canadien contrôlant les tests de dépistage de drogue au travail, alors qu'essentiellement, les règles américaines se sont mises sur les rails puis sont venues ici par les trains. Donc, ça, c'est juste pour comme le background, parce que je pense que c'est important, surtout parce que ce langage de post-critique pour la sécurité, post-sensible au niveau de sécurité, safety-sensitive positions, qui était le mot, la locution anglaise qu'on utilisait aux États-Unis, est encore mobilisé. Si vous ouvrez les journaux aujourd'hui qu'on parle des policiers, c'est exactement de ça qu'on parle. Le cadre juridique de la légalisation, j'imagine que la plupart d'entre vous avez une assez bonne idée. Donc, c'est la loi sur le cannabis, loi fédérale, qui permet la possession de 30 grammes de cannabis séché ou l'équivalent. Ne permet pas la possession ou la vente de cannabis autre que séché ou de l'huile de cannabis. Par exemple, les comestibles. Et les comestibles risquent d'être un enjeu important dans les années à venir, si on se fie à ce qui est arrivé notamment au Colorado. Et l'article 139 de la loi sur le cannabis permet au gouvernement d'ajouter des formes de cannabis permises par règlement. Et je pense qu'on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois, prochaines années, on trouve l'arrivée massive des produits comestibles contenant du cannabis sur le marché canadien. Donc, ça permet la possession de jusqu'à 4 plantes de cannabis. Le législateur québécois a décidé autrement. On verra c'est quoi le résultat final sur le plan constitutionnel. Ça réglemente la cultivation, la mise en marché, la distribution du cannabis et évidemment reconnaît la compétence législative des provinces pour réglementer la distribution, la mise en vente, ainsi de suite. Chose importante, la loi sur le cannabis ne contient aucune disposition relative aux droits du travail. Zéro. Au Québec, ma présentation est essentiellement basée sur le droit québécois. Évidemment, la législation peut différer légèrement de province en province. En ce qui concerne les principes jurisprudentiels et les règles du droit civil applicables au contrat de travail, c'est sensiblement les mêmes principes qui vont s'appliquer dans les provinces de Commonwealth. Donc, au Québec, c'est la loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, qui établit la société d'État qui va être responsable pour la distribution et la mise en marché du cannabis, interdit la culture du cannabis à des fins personnelles, et n'édicte pas en soi un cadre normatif sur la consommation du cannabis au travail, mais ajoute des dispositions à la loi sur la santé et sécurité au travail.
Donc, on a ajouté... Ah, ben ça, c'est... En fait, c'est avant l'ajout de la LSST, c'est à peu près la seule disposition dans la loi sur le cannabis ou la loi encadrant le cannabis qui traite du travail. Et essentiellement, il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux fermés suivants, les milieux de travail, et ainsi de suite. On a repris exactement le même libellé. Ça, c'est le 15e paragraphe, mais tous les autres paragraphes, on a repris le même libellé qu'on trouve dans la loi sur le tabac. Donc, il n'y a rien de particulièrement surprenant là-dedans. Mais là, on a décidé d'ajouter des dispositions à la LSST. On a ajouté une disposition voulant qu'en vertu de son droit de gérance, l'employeur peut encadrer, y compris interdire toute forme d'usage du cannabis par les membres de son personnel sur les lieux du travail. C'est très important, ça, au sens de la LSST. Et on a ajouté, donc, 49.1 qui dit que le travailleur ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l'alcool, la drogue, incluant le cannabis ou une substance similaire. Donc, on a créé une obligation qui, pour moi, est entièrement symbolique, parce que cette obligation existait déjà à l'article 49 de la LSST qui dit que le travailleur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et veiller à ne pas être un danger pour ses collègues. Donc, essentiellement, on n'a pas ajouté une obligation, si ce n'est que sur le plan symbolique, d'expliciter que cela comprend de ne pas travailler avec les facultés affaiblies par le cannabis. Et il y a une obligation corrélative des employeurs qui doivent veiller à ce que le travailleur n'exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé. Et encore une fois, on reprend essentiellement l'obligation qui se trouve à l'article 51 de l'actuel LSST, qui dit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, assurer la sécurité physique, etc. de ses salariés. Donc, là, déjà, on voit que même si le cadre normatif applicable est déjà tout à fait adéquat, il est important pour le législateur, sur le plan symbolique, de souligner qu'il pourrait avoir des problèmes liés à la consommation de cannabis et la santé et sécurité au travail. Quels sont les effets potentiels sur les milieux de travail? Premièrement, on pourrait croire qu'il y aurait une augmentation du nombre de salariés qui consomment le cannabis. C'est dur à prédire l'avenir, mais si on se fie aux études et surtout les méta-analyses des différentes études provenant de juridictions où on a légalisé, notamment l'Uruguay et le Colorado, probablement pas. Ce qu'on voit, c'est tout de suite après la légalisation, il y a une petite augmentation, surtout parmi les jeunes, effet de curiosité, et que par la suite, ça redescend et le niveau de consommation est stable. Il y a toutes sortes de questions méthodologiques autour de ça, parce que c'est pas clair que les répondants des questionnaires, etc., sont aussi transparents lorsque c'est illégal que quand c'est légal, et ainsi de suite. Mais je pense que je suis assez confiant qu'on ne risque pas d'avoir une explosion de l'utilisation généralisée du cannabis. Il est aussi possible qu'il y ait une augmentation du nombre de salariés qui se présentent au travail sous l'effet du cannabis. C'est possible, ça arrive déjà, hein, on ne va pas se leurrer, là, ça arrive déjà. C'est possible qu'il y ait une réduction du stigmate associé à l'utilisation du cannabis et donc que les salariés se gênent un peu moins de venir au travail avec les facultés affaiblies. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à un effet très important à cet égard. Sur le droit du travail, formellement, très peu. Le cadre juridique actuel n'accorde, sauf pour des exceptions dont je vais vous parler,
aucune importance à la légalité de la consommation. Donc, c'est pas parce que c'est ce qu'on encadre, c'est la problématique des salariés qui se présentent au travail avec les facultés affaiblies et pas la légalité ou non de la substance qu'ils ont consommée pour se rendre dans cet état-là. Informellement, il y a quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, je me suis dit, possiblement une réduction de la sévérité de la répression. Le cannabis va être traité sans ce regard de jugement moral, puis ça va être traité équivalent, par exemple, de la consommation de l'alcool au travail, qui est réprimé, mais qui, historiquement, est beaucoup moins réprimé que l'utilisation du cannabis. Les événements plus récents me laissent croire que peut-être que j'étais un peu trop optimiste et qu'on risque d'avoir une espèce de prohibition 2.0, où les employeurs saisissent l'occasion de la légalisation pour justifier la mise en œuvre d'un cadre normatif beaucoup plus répressif de celui qui était applicable avant. Reste à savoir si cela va passer le test des tribunaux. Pour ma part, vu la jurisprudence assez stable sur la question, j'en doute. Si on passe donc aux intérêts des parties, toujours autour de cette grande question de la consommation du cannabis au travail, les intérêts de l'employeur, la règle de base, c'est l'impact sur la prestation de travail. Les employeurs, a priori, n'ont pas un droit de regard sur le comportement des salariés à l'extérieur du travail. Ceux qui sont en droit de s'attendre, c'est que les salariés se présentent au travail aptes à accomplir les tâches qui leur sont confiées. Et ça fait longtemps que c'est disons, avalisé comme règle par la jurisprudence. Ça, c'est juste un exemple de 2006, exemple intéressant parce que c'est la Commission des relations de travail et pas les juridictions où il y a beaucoup de jurisprudence, c'est-à-dire les arbitres de greffe. Et la CRT disait en 2006, la consommation de drogue, même illicite à l'extérieur du travail, ne justifie pas à elle seule de discipliner un salarié. Il faut pour cela qu'il ait eu un effet préjudiciable sur son travail ou sur l'image de l'emploi. Donc, on peut imaginer effectivement que l'enseignant d'école secondaire qui met des photos de festivals de cannabis entourés de fumée puisse éventuellement être sujette aux disciplines. Cela étant dit, il faudra maintenant, vu que c'est légal, le comparer au traitement d'alcool. Il y a une différence entre une photo sur Facebook de quelqu'un qui prend un verre de vin avec sa famille et la photo de quelqu'un dans un party de soulage généralisé pendant le spring break aux États-Unis. Donc, on verra. Mais, continuons, il n'appartient pas à l'employeur de sanctionner la conduite d'un salarié dans sa vie privée, à moins qu'il en subisse lui-même un préjudice. Évidemment, les employeurs peuvent s'attendre à ce que leurs salariés effectuent leur prestation de travail sans faculté affaiblie. C'est une règle de base. La question se pose comment on va déterminer si les salariés ont des facultés affaiblies. Là, je vais parler de la problématique spécifique des tests de dépistage plus tard, mais pour l'instant, oui, l'employeur peut s'attendre à ce que ces salariés se présentent au travail sans faculté affaiblie. Ça, il y a eu quand même une évolution dans la jurisprudence. Il y avait... attendez, non, je vais quand même juste parler. Non, je vais juste terminer sur cet aspect-là. Les postes à risque élevé. Là, on a safety sensitive positions, postes critiques pour la sécurité, postes sensibles sur le plan de la sécurité, et ainsi de suite. La jurisprudence est très claire à l'effet que l'employeur est en droit de s'attendre à ce que
le salarié dans un tel poste puisse exécuter ses fonctions en toute sécurité. Et là, je pense qu'il y a quand même une différence à faire avec... Et ça, c'est la même chose pour l'alcool. Hein. C'est clair qu'on ne tolère pas non plus qu'un pilote d'avion, un conducteur de train, et ainsi de suite, soit sous l'influence même minime de l'alcool pendant leur prestation de travail. Mais on peut se demander, outre ces postes-là, donc les autres postes, quel va être l'impact de la légalisation? Parce qu'actuellement, oui, on peut s'attendre à ce que les salariés se présentent au travail aptes à exécuter leurs fonctions, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils doivent être entièrement exempts des effets d'une substance légale. Entre autres, les salariés se présentent régulièrement au travail sous l'effet de médicaments en vente libre contre le rhume. Ils se présentent au travail avec des allergies après une mauvaise nuit de sommeil, et ainsi de suite. Et on accepte régulièrement aussi que les salariés se présentent au travail avec sous l'effet de l'alcool. C'est très fréquent, pensons dans le milieu d'école blanc, l'associé du bureau d'avocat ou de comptable qui va pour un dîner d'affaires avec des clients, qui boit 2, peut-être 3 coupes de vin au dîner, qui revient, qui termine, évidemment, c'est pas un pilote d'avion, mais qui revient, puis qui fait convenablement son travail pour le reste de la journée, même si c'est un tout petit peu au ralenti. Là, on peut se demander, est-ce que après-demain, cet associé va pouvoir sanctionner sa secrétaire qui va prendre une marche et qui fume un tiers de joint au lieu de prendre 2 coupes de vin à un dîner d'affaires? Et ça, pour moi, c'est absolument pas clair que cela serait justifié. Si on accepte que les gens puissent arriver sous l'influence minime de l'alcool qui n'affecte pas de façon substantielle leur prestation de travail, je pense que ça serait déraisonnable d'avoir une règle différente en ce qui concerne le cannabis. Il faut dire aussi que la notion de faculté affaiblie, c'est quand même une notion... on n'a pas des facultés in abstracto. On a des facultés dans des contextes concrets de tâches à accomplir. Je connais plusieurs illustrateurs, infographes et musiciens qui diraient que non, leurs facultés ne sont aucunement affaiblies en ce qui concerne la réussite de leur travail par la consommation de cannabis. Donc, outre la question des postes à risque élevé pour la sécurité, normalement, on devrait s'attendre à un assouplissement à cet égard. Les intérêts des salariés. Je veux juste parler quand même des exceptions de la règle de base selon laquelle l'employeur peut s'attendre à ce que le salarié se présente au travail sans être sous l'influence quelconque. Il fut un temps au début des années 80 où on était beaucoup moins sévère, où on considérait que puisque la loi elle-même interdit la consommation et la possession de drogue, et là je cite une décision de 86, ces actes condamnables partout le sont encore plus dans un lieu de travail. Donc là, il y a eu, l'arbitre a confirmé le congédiement d'un salarié qui avait fumé pendant sa pause. Et d'autres décisions démontrent que lorsqu'on fumait sur sa pause, c'était variable. Ça arrivait qu'on confirmait un congédiement ou qu'on l'a remplacé par une suspension moindre. Et là, on est toujours dans les postes qui ne sont pas critiques pour la sécurité. Mais il y a eu une exception jurisprudentielle qui a perduré, qui continue à perdurer jusqu'à demain. Et ça, c'est pour les cas particuliers des charges publiques, qui en fait est l'analogue des fameuses sensitive positions des États-Unis du début des années 80. Donc, les policiers, procureurs de la couronne, gardiens de prison,
agents de services frontaliers. Dans ces cas-là, la jurisprudence était assez claire que les employeurs étaient en droit de s'attendre à ce que leurs salariés ne consomment jamais du cannabis parce que le cannabis était illégal. C'était donc incompatible avec leurs fonctions qui comprenaient en partie la mise en œuvre de la prohibition. Donc, il y a toute une série de décisions arbitrales confirmant le congédiement, par exemple, de policiers pour avoir consommé, même à l'extérieur de leurs heures du travail. Et il y a même une décision assez récente de la ville, de la Cour d'appel, où une secrétaire de la ville de Sherbrooke qui avait accès à des dossiers confidentiels était impliquée dans une affaire de cultivation et trafic de cannabis. Finalement, elle n'était pas condamnée au pénal, mais l'arbitre est venu à la conclusion qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'il y avait une plantation dans son sous-sol, même si c'était son chum qui en faisait la cultivation, la distribution. Et elle a été congédiée, puis ce congédiement-là a été confirmé jusqu'à la Cour d'appel, avec l'idée qu'elle avait accès à des dossiers sensible sur le plan de la confidentialité. Elle était détentrice d'une charge publique importante, même si son poste hiérarchique était relativement peu élevé, et que la ville était justifiée qu'elle n'ait pas de contact avec le monde interlope. Encore une fois, toutes ces exceptions-là, en ce qui concerne le cannabis, devraient ne plus exister demain. Elles vont continuer à exister en ce qui concerne la cocaïne, l'héroïne, l'amphétamine, et ainsi de suite. D'autres exceptions au fait qu'on ne pouvait pas demander aux salariés de ne pas consommer à l'extérieur du travail, c'était le cas des salariés qui occupent des postes critiques pour la sécurité et qui sont sur appel. Et là, l'idée, c'était que, là, si tu es sur appel, vous pouvez être appelé à faire votre travail qui est critique pour la sécurité à n'importe quel moment. Donc, il est justifiable, même si c'est une intrusion importante dans la vie privée, de dire que vous n'avez pas le droit de consommer du cannabis chez vous. Il y a des décisions qui confirment cela. À mon sens, on risque éventuellement de frapper un mur de raisonnabilité là, parce que peu importe la question de la consommation, je ne pense pas que c'est une condition de travail juste et raisonnable que de dire à quelqu'un que 24 heures par jour, 365 jours par année, il est sur appel. À un moment donné, il y a de la jurisprudence de la Cour d'appel sur d'autres questions relatives à la vie privée qui me permet de croire qu'on ne va pas accepter d'étendre ça at large. Et enfin, une exception qu'on voit dans la jurisprudence, c'est les conducteurs d'autobus qui doivent conduire leur autobus aux États-Unis, où il est interdit pour un conducteur d'autobus d'avoir les métabolites de cannabis dans le système. Et là, on a décidé qu'il s'agit d'une exigence professionnelle justifiée parce que ça ne provient pas de l'employeur pour faire convenablement son travail pour aller aux États-Unis. C'est l'autorité états-unienne qui est comme responsable de la norme applicable. Là, il faut nuancer ça avec la décision de la Cour suprême de Bombardier, où là, c'était une affaire de no-fly list, l'impossibilité pour des gens qui se trouvaient sur une liste ou qui provenaient d'une liste de pays identifiés par les États-Unis de devenir pilote d'hélicoptère. Et il y a une bonne partie de cette décision-là qui était basée sur l'absence de preuves concrètes. Donc là, il faut savoir dans le futur, est-ce que les tribunaux canadiens vont accepter que l'autorité d'un autre État exerce essentiellement la discrimination est une exigence professionnelle justifiée pour le salarié au Canada. Dans tous les cas, je pense que lorsqu'il s'agit de cas de discrimination, il va falloir
engager un processus d'accommodement puis chercher à savoir si le salarié peut se trouver un emploi où il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis, mais avec la consommation récréative, j'ai vraiment aucune idée où on va aller avec ça. OK, donc, pour revenir aux intérêts des parties, le salarié, c'est le respect de sa vie privée. Hein? Et la vie privée, oui, c'est la vie privée au sens informationnel, toutes les informations qui peuvent se retrouver dans les échantillons qu'on leur demande pour les tests de dépistage. Si on fait passer un test de dépistage par urine, c'est pas juste les métabolites qu'on peut voir. On peut voir l'état de grossesse, on peut voir la séropositivité. Il y a toutes sortes d'informations qui se trouvent dans les substances corporelles qu'on demande aux salariés de fournir lors de tests de dépistage. Mais il y a aussi la nature de vie privée plus large, c'est-à-dire l'autonomie de décider comment on veut bien vivre notre vie à l'extérieur du travail. Et ça, la jurisprudence est relativement claire que en absence de motifs impérieux qui vont justifier une atteinte prima facie à la vie privée du salarié, les employeurs n'ont aucun droit de regard sur ce que font les employés quand ils ne sont pas au travail. Donc, respect de la vie privée, évidemment, protection de la santé, de la sécurité et de la dignité au travail. Les salariés peuvent s'attendre à ce que leurs collègues de travail, surtout lorsqu'il y a des risques inhérents au travail, à ce que leurs collègues ne soient pas sous l'influence et les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, que ce soit le cannabis ou autre. Le respect du droit d'égalité, je pense que je vais revenir à ça. Je vais juste souligner que cela peut se poser dans deux différents contextes. Premièrement, le salarié qui serait dépendant. La dépendance étant un handicap reconnu au sens de la législation en matière de droit de la personne, il y a une obligation d'accommoder le salarié qui souffre de dépendance, évidemment jusqu'à contrainte excessive. Donc ça, c'est un cas de type. L'autre cas de type, c'est le salarié qui utilise le cannabis pour des fins médicales, qui n'est pas dépendant, mais qui traite une autre condition, l'épilepsie, glaucoma, et ainsi de suite, anxiété généralisée, par l'utilisation du cannabis. Là, c'est clair que si on utilise le langage de la Charte québécoise, il s'agit d'un moyen de pallier un handicap, et donc ça bénéficie de la même protection que l'handicap, lui. Enfin, l'article 46 de la Charte québécoise garantit les conditions de travail justes et raisonnables. La très grande majorité de la jurisprudence portant sur cet article vide de sens, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas une portée normative autonome, mais il existe quelques décisions où on a utilisé l'article 46 comme source autonome des droits des salariés pour invalider des politiques ou des comportements des employeurs. Et donc là, par exemple, dans le cas du « t'es sur appel 365 jours par année », il y a non seulement la possibilité d'une atteinte à la vie privée au sens de l'autonomie dans la sphère personnelle, mais aussi, à mon sens, un cas flagrant de conditions de travail qui ne sont pas justes et raisonnables. Donc, comme je vous ai dit en introduction un peu, beaucoup de la jurisprudence en la matière a été développée autour du droit ou non de l'employeur d'exiger des tests de dépistage et sous quelles conditions. Premièrement, il faut savoir qu'il y a des problèmes techniques importants avec les tests de dépistage pour le cannabis qui n'existent pas pour l'alcool, pour l'éthylomètre. Par exemple, quand on teste dans l'urine, le cannabis étant liposoluble, ça peut rester dans les cellules adipeuses jusqu'à, si on est un consommateur régulier, jusqu'à 30 jours après la dernière consommation, plus 7 à 10 jours pour l'utilisateur occasionnel. Mais dans tous les cas, il est absolument impossible de déterminer si quelqu'un a oui ou non les facultés affaiblies par le cannabis à partir d'un test d'urine. Il y a depuis
une dizaine d'années maintenant des tests de salive et il y a eu un certain nombre d'études sur les tests de sueur, mais ça s'avérait pas très intéressant comparé à la salive. La salive, déjà on a mis en place des projets pilotes pour vérifier si on conduit un véhicule automobile avec les facultés affaiblies par le cannabis avec les tests de salive. C'est mieux. Généralement, on va pouvoir détecter une consommation dans les 4 à 8 dernières heures, mais il se peut que dans certains cas, ça va jusqu'à 48 heures de la dernière consommation. Et donc là encore, il y a un problème de déterminer l'état de la personne en question. Il y a aussi, et ça c'est vrai en fait pour tous les tests, que ce soit urine, salive, sang, cheveux, un problème de détermination du seuil. On est relativement certain, c'est sûr qu'on a adopté une règle qui est un peu arbitraire, mais le 0.08 est généralement accepté comme niveau d'intoxication pour l'alcool. Certaines provinces, dans leur code de sécurité routière, l'ont baissé pour le 0.05 pour du droit, disons, pénal non criminel. Et la Cour suprême a habilité le 0.04 pour un milieu de travail à haut risque pour la sécurité, dans l'affaire Irving Pulp and Paper. Mais on n'est absolument pas capable de déterminer un seuil d'intoxication en fonction du nombre de microgrammes de THC par millilitre de sang. Il y a beaucoup trop de variations en fonction du sexe de la personne, de si la personne est obèse ou non, en fait, de l'âge, de leur fréquence de consommation, et ainsi de suite. Donc, il y a des très grands problèmes à déterminer si quelqu'un est intoxiqué. Les autres tests, les tests sanguins peuvent établir les taux de THC, mais encore là, les taux veulent absolument, plus ou moins rien dire. Évidemment, ils sont plus précis que l'urine ou la salive, mais ils sont beaucoup plus intrusifs aussi. Enfin, les cheveux, c'était populaire pendant un certain temps. Là, je pense que on voit très peu d'employeurs qui utilisent les tests de cheveux. L'avantage pour les employeurs, c'est qu'on pouvait tester, on pouvait voir si la personne avait consommé depuis la dernière année. Mais les salariés n'étant pas tout à fait sans moyen de contrôler ça. J'ai déjà représenté un syndicat qui avait des salariés. La convention collective permettait les salariés d'été, les étudiants, pour venir remplacer les salariés réguliers pendant les vacances estivales. Puis la première journée de travail, quand ils sont venus pour leur formation, toute la gang des étudiants sont venus raser du tête aux pieds. Mais dans tous les cas, je pense que la mode des tests des cheveux est plus là parmi les employeurs. Et je m'attends, en fait, même si l'urine continue à être le test qui est administré le plus souvent, je m'attends à ce que l'espèce de hausse de crédibilité qui ont eu les tests de salive, vu leur utilisation par les corps policiers dans l'administration des différents codes de la sécurité routière, on peut s'attendre à ce que les employeurs utilisent les tests de salive de plus en plus. La Cour suprême déjà statué que l'utilisation de tests de dépistage est une invasion importante dans la vie privée du salarié et il faut avoir une justification qui est aussi très importante pour l'imposer. Donc, quelles sont les circonstances justifiant les tests dans un milieu de travail à haut risque? Parce qu'en général, dans les milieux de travail qui ne sont pas à haut risque, on a déterminé qu'il n'y a pas de justification, que l'intérêt de l'employeur n'est pas suffisant que de justifier l'invasion importante de la vie privée de ses salariés par les tests de dépistage. Si la personne, parce qu'on soupçonne qu'ils ont les facultés affaiblies,
ne fait pas adéquatement leur travail, ben, il y a des mécanismes de sanction pour ça. Évidemment, si on les voit fumer un joint dans le stationnement, c'est autre chose, parce qu'il n'y a pas la même atteinte à la vie privée. Donc, c'est surtout autour des milieux de travail à haut risque, des postes sensibles sur le plan de la sécurité, et ainsi de suite, où s'est développé les justifications pour l'imposition de tests de dépistage. Essentiellement, premièrement, puis ça c'est généralisé. C'est la Cour d'appel de l'Ontario, Cour d'appel fédérale, Cour d'appel du Québec, Cour suprême du Canada, c'est à peu près tout pareil. Ça, c'est le fameux modèle canadien qui n'est pas du tout canadien, qui est venu par les trains dans les années 80. Donc, lorsque l'employeur a des motifs raisonnables de croire que le salarié s'est présenté au travail sous l'effet de drogue. Donc, problème de locution, erreur dans le travail, yeux rouges, etc., bien là, on a des motifs raisonnables de croire que on peut faire passer un test de dépistage. Le test de dépistage ne détermine pas avec certitude si la personne a les facultés affaiblies ou non au moment que c'est administré, mais ça devient un autre élément de preuve que l'employeur peut utiliser dans l'ensemble de l'évaluation de si oui ou non la discipline est méritée. Lorsqu'il y a eu un accident de travail ou un incident grave, et ça, il y avait un certain contrôle sur l'ampleur de cela. Moi, mon interprétation pendant des années, c'était que l'accident de travail fournissait par moment des motifs raisonnables. C'est-à-dire que lorsque le salarié est impliqué dans un accident ou un incident grave et que l'erreur humaine fait partie des raisons possibles ou probables de l'accident, il n'y a pas d'autre explication, bien là, il y a un motif raisonnable de croire que peut-être c'est parce qu'il y avait les facultés affaiblies. Or, malgré une dissidence éloquente du juge Gascon, la Cour suprême, dans l'affaire Rock Valley Coal, a décidé que la simple existence d'un accident est en soi une justification pour faire passer un test de dépistage de drogue à un salarié. Et ce, même si c'est pas en raison d'une erreur humaine, si le salarié a donné aucune raison de croire qu'il était sous l'effet de la drogue, une politique qui impose un test après un accident ou un incident grave a été jugée comme étant conforme à la loi. On peut peut-être attendre qu'il y ait une autre décision sur cette question-là. Dans ce cas-là, disons que les faits n'étaient pas très sympathiques. Il s'agissait de consommation de cocaïne, pas d'alcool ou de cannabis. Mais là, pour l'instant, ils ont le droit, les employeurs. Les tests aléatoires, c'est non. Il y a une toute petite exception, et ça, c'est lorsque, dans un milieu de travail où c'est hautement à risque pour la sécurité, les raffineries, les centrales nucléaires, ainsi de suite, si l'employeur peut prouver, sur la balance des probabilités, qu'il y a un problème important de consommation endémique au milieu de travail, là, comme partie d'un plan généralisé de réduire la consommation parmi la population de ses salariés, il serait en droit d'imposer des tests aléatoires. Cela étant dit, la barre sur le plan de la preuve est très haute et généralement, l'employeur n'arrive pas à faire la preuve d'un problème généralisé. Donc ça, c'est pour les tests à haut risque. Dans tous les milieux, on peut ajouter la reprise de service après absence pour toxicomanie. Donc, si dans le cadre d'un plan de redressement, d'accommodement du salarié dépendant, il suit une cure, une thérapie, puis il s'engage à être sobre, bien là, l'employeur, comme partie de ce qu'on appelle l'entente de dernière chance, serait en droit d'exiger qu'il passe des tests de dépistage non annoncés. Généralement, la jurisprudence va limiter la durée de ce droit-là de l'employeur à 1 an à partir du moment de retour du salarié comme partie de l'accommodement. Les tests pré-embauche, très, très populaires aux États-Unis,
ont été avalisés par la Cour d'appel d'Alberta, généralement ne sont pas acceptés par les autres tribunaux canadiens. Je pense que à partir de demain, là, les tests pré-embauche pour le marijuana, pour le cannabis, c'est non. Dans tous les cas, même pour d'autres drogues, c'est douteux. C'est un peu problématique, en fait, parce que il y a des décisions de cour d'appel provinciales à un même niveau hiérarchique qui ne sont pas d'accord, Cour d'appel de l'Ontario, Cour d'appel de l'Alberta, et dans les deux cas, la Cour suprême a refusé le pourvoi. Donc, éventuellement, peut-être on va avoir une décision là-dessus, mais je ne m'attends pas à ce que cette décision soit en matière de cannabis parce que c'est plus du tout pertinent de savoir que son futur salarié s'est livré à une activité tout à fait légale après l'avoir acheté d'une société de l'État. Voilà. Je viens à l'obligation d'accommoder un salarié atteint d'une dépendance au cannabis. Bon, je vous l'ai déjà dit, la dépendance au cannabis, c'est un handicap au sens de la charte. Il fut un temps qu'il y avait une controverse dans la littérature scientifique sur l'existence ou non d'une réelle dépendance au cannabis comparativement à la dépendance physique, à l'alcool, à la nicotine et aux opiacés, par exemple. Mais il est maintenant, je pense, assez clair. Il y a un consensus scientifique autour du fait qu'il est possible d'être dépendant au cannabis, à tout le moins une dépendance psychologique. La dépendance est reconnue dans toutes les juridictions canadiennes comme étant un handicap au sens des lois applicables en matière de droits de la personne. Donc, l'employeur ne peut pas simplement sanctionner le salarié atteint d'une dépendance, mais doit veiller à ce que la règle de l'apparence neutre, c'est-à-dire on ne se présente pas au travail avec les facultés affaiblies, n'a pas une incidence de ce qu'on appelait auparavant par effet préjudiciable sur les salariés qui souffrent d'un handicap. Donc, ça veut dire qu'on a l'obligation d'accommoder le salarié dépendant et évidemment, le salarié doit lui-même participer à son propre plan d'accommodement, c'est-à-dire de participer de bonne foi à la cure. Bon, l'obligation d'accommoder le salarié dépendant, ça peut être un congé sans solde pour permettre un cure de désintox, ça peut être payé pour le cure de désintox si le plan d'assurance de l'employeur le permet, et ainsi de suite. Le salarié ou la salariée doit évidemment coopérer dans la mise en œuvre de son propre accommodement. Et souvent, ça vient avec les fameuses ententes de dernière chance avec des tests aléatoires pendant une période allant jusqu'à un maximum d'1 an après la dernière absence reliée ou incident relié à la toxicomanie. C'est aussi assez clair que depuis l'affaire Elk Valley Coal de la Cour suprême, qu'un employeur est justifié à obliger ses salariés de dénoncer leur propre dépendance. Et ça peut poser des problèmes importants. Ça, c'est le juge Gascon qui l'explique dans sa dissidence. C'est que il y a il fait partie de l'étiologie de la dépendance qu'on nie qu'on est dépendant. Et donc, là, c'est pas comme dans le cas de la personne qui suit une chimio ou qui est séropositif, etc., qui sait qu'elle a un problème, puis qui ensuite, si elle veut être accommodée, doit le dénoncer après son employeur. Là, la personne dépendante, peut-être sait pas qu'elle a un problème. Et cela étant dit, la Cour suprême a dit que cela n'est pas en soi une justification de ne pas s'auto-dénoncer. Et donc, dans la mesure où je suis d'accord. Le juge Gascon aussi. Dans la mesure où il y a une politique claire d'autodénonciation, que le salarié dépendant ne sait pas dénoncer, et par la suite, il y a des problèmes au travail, il se peut que l'employeur soit justifié à refuser de l'accommoder en disant « adopter une politique d'autodénonciation, c'est une mesure d'accommodement en soi ».
là, le cannabis thérapeutique, ça va poser des questions vraiment intéressantes dans les mois, les années à venir, je pense. Je ne suis pas expert en droit de la santé, droit pharmaceutique, mais j'ai consulté des collègues et tout le monde semble être d'accord que le cannabis, c'est la seule substance au Canada qu'il est légal de consommer pour des fins récréatives et pour des fins médicales. Normalement, il y a une ligne stricte entre l'emploi. C'est pas possible d'aller chercher une ordonnance pour l'alcool auprès de son médecin de famille puis aller chercher à la pharmacie ou au dispensaire. Et normalement, l'Oxycontin, etc., les prescriptions, les médicaments sous ordonnance ne sont pas, on peut les utiliser à des fins récréatives. Donc, le cannabis occupe un rôle assez particulier. C'est clair, comme je vous ai dit, que c'est un moyen pour pallier au handicap au sens de la charte ou des dispositions similaires des autres lois provinciales et fédérales en matière de droit de la personne. Et que l'employeur a l'obligation d'accommoder le salarié qui consomme du cannabis à des fins thérapeutiques. Et ça peut être aller assez loin. Bien, premièrement, évidemment, si le salarié se présente au travail avec les facultés affaiblies, c'est de traiter le dossier sous l'angle administratif médical et pas sous l'angle disciplinaire. Deuxièmement, il se peut que l'employeur doive accepter que le salarié se présente au travail avec des facultés légèrement affectées par sa consommation de cannabis à des fins médicales. Tout comme l'employeur doit accepter qu'un salarié avec de l'arthrose ou une entorse lombaire, etc., se présente au travail sous l'effet des antidouleurs. C'est quelque chose avec lequel il faut composer, puis voir est-ce qu'on est capable d'accommoder la personne jusqu'à la contrainte excessive. Je pense que dans les milieux de travail qui ne sont pas à haut risque pour la sécurité, ce n'est pas particulièrement problématique. Dans les autres milieux de travail, il s'agit de savoir si on peut replacer la personne. Mais il y a même une décision venant de la Colombie-Britannique où le salarié occupait un poste critique pour la sécurité. Je pense que c'était un chariot élévateur. Et la solution, c'était la mise sur place d'un plan thérapeutique avec la coopération du médecin de famille de la personne pour s'assurer qu'il prenne sa dose à un moment qui faisait en sorte qu'il soit apte à faire ses fonctions au moment qu'il a été appelé au travail. Mais ça met des employeurs dans une situation assez particulière, parce que ça veut dire que pour la même substance, il se peut qu'on soit justifié de discipliner un salarié qui n'a pas le glaucoma ni l'anxiété généralisée, et le salarié à côté qui a exactement le même niveau de faculté affaiblie par la même substance, mais qui l'a consommée pour des fins récréatives, bien, ce salarié-là, on serait justifié d'imposer la discipline. Évidemment, comme dans tous les cas, le salarié doit participer à son propre accommodement, donc ça implique dévoiler qu'il en consomme pour des fins médicales, permettre à l'employeur de discuter avec son médecin traitant pour essayer de trouver une façon de s'assurer que ça n'a pas un impact important sur le travail, et ainsi de suite. J'ai rushé un peu parce que je voulais vous parler des policiers. C'est vraiment particulier. 3 minutes. 3 minutes. OK. C'est vraiment particulier ce qu'on voit. On a vu, essentiellement, il y a 3 modèles qui sont avancés par les différents corps policiers au Canada, toujours avec la justification que post-critique pour la sécurité du public. Le modèle qui suit la jurisprudence actuelle dans tous les autres milieux de travail, c'est-à-dire vous êtes obligé à vous présenter au travail, apte à effectuer vos tâches et exempt de facultés affaiblies par le cannabis. Là, ça c'est par exemple Vancouver, Montréal, Ottawa. Je pense que c'est tout à fait normal. Ensuite, à l'autre côté du spectre, il y a Toronto, qui a dit 0, en aucun temps.
même à l'extérieur du travail, avec cette idée que les policiers sont... non, c'est pas Toronto, je m'excuse, c'est Calgary et Edmonton, qui disent 0, avec cette idée qu'ils peuvent être appelés à n'importe quel moment, que je pense est tout à fait déraisonnable. Ensuite, il y a la GRC, Toronto, Halifax, je pense qu'ils sont rendus à 28 jours de la dernière consommation avant qu'on puisse exécuter ces fonctions. Et d'autres, Abbotsford, West Vancouver, Sherbrooke, Magog, qui disent 24 heures avant. Et ça, ce qu'on voit, c'est le retour d'une théorie qui a été plaidée par des employeurs pendant des années, c'est la théorie de l'effet résiduel. Donc, la littérature scientifique démontre qu'il est effectivement possible d'avoir des légers effets résiduels sur le plan psychomoteur et les fonctions exécutives qu'on a pu mesurer dans le contexte de tâches de travail dans les 24 heures suivantes. C'est une étude assez fameuse de 1985 où on a fait passer des pilotes dans les simulateurs de vol. On leur a fait vivre des situations d'urgence. Puis, pendant une période de 24 heures depuis la dernière consommation, on était capable de déceler une différence entre le comportement, la réussite du test entre ceux et celles qui avaient consommé, ceux et celles qui n'avaient pas consommé. Et il y a des centaines et des centaines d'études depuis. Il n'y a pas de consensus scientifique, mais il semblerait que la norme de 24 heures est relativement bien acceptée. Remarque, des directives émises par un ensemble d'autorités de santé publique au Canada, l'Association canadienne des médecins, l'Association canadienne de la dépendance, toute une série d'organismes, l'Association canadienne des organismes de santé publique, et ainsi de suite, dit 6 heures. Donc, c'est quand même moins que 24. Et la théorie du 24 heures a été souvent plaidée par les employeurs et n'a jamais été acceptée jusqu'à tout récemment. Donc, c'est l'affaire TriMac Transportation qui est comme la décision phare qui est citée à répétition, où l'arbitre dit, écoutez, si c'est vrai qu'il peut avoir un effet minime, ça veut dire que c'est aussi vrai, si c'est aussi important que ça, pourquoi vous ne testez pas pour la qualité du sommeil la veille, le fait d'avoir chicané avec son conjoint, est-ce que vous prenez des médicaments en vente libre pour le rhume, etc. Dans la mesure où l'employeur ne peut pas prouver qu'il contrôle aussi tout ça, ben le contrôle sur le cannabis est pas justifiable. En avril 2018, il y a une décision qui est sortie à Terre-Neuve qui concernait un salarié qui consommait à des fins médicales. Et lui, c'était jamais possible qu'il soit à l'extérieur du zone de 24 heures parce qu'il devait en consommer à tous les jours pour traiter sa condition médicale. Et l'arbitre a décidé que dans le milieu de travail où la sécurité était importante, on ne pouvait pas accommoder ce salarié-là. C'est la seule décision, à ma connaissance, qui a accepté le délai de 24 heures et c'est actuellement en révision judiciaire devant la Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador. Donc, on verra. Mais ce qui est intéressant avec les polices, c'est qu'ils sortent du rencard cette vieille théorie qui était souvent plaidée par les employeurs et qui a jusqu'à tout récemment jamais accepté. Donc, je me demande si au début, ma première analyse voulant que ça va pas changer beaucoup ou peut-être même que on va être moins sévère sur la répression, c'était peut-être un peu trop optimiste, puis il va falloir attendre que toute une nouvelle série de litiges passe par le système. Je pense que c'est évident que en aucun temps ne passera pas le test des tribunaux. Je pense que c'est aussi vrai pour le 28 jours, où le débat, ça va avoir lieu, je pense, c'est autour des 24 heures. Mais le temps que ça prend pour tout ça de passer par les tribunaux, c'est du temps pendant lesquels les droits fondamentaux des salariés sont atteints. Donc, c'est quand même problématique. Et je terminerai là-dessus. Je trouve ça assez désolant aussi de voir cette approche des employeurs parce que j'ai bien l'impression qu'ils ont
comme les gouvernements d'ailleurs ont souvent fait avec la Charte canadienne, ils se sont délaissés de leur obligation de penser sérieusement la question. Ceux qui se sont dit, c'est on va aller pour la totale, puis on va juste laisser aux tribunaux de décider, puis ensuite on va attendre que le tribunal trace la ligne, et ensuite on va reculer juste le centimètre nécessaire pour ne pas la franchir, et comme ça on est garanti d'avoir la politique la plus répressive légalement possible. Et je trouve ça désolant comme mécanisme de gouvernance d'un milieu de travail. Je pense que d'autres employeurs ont démontré qu'on peut traiter de cette question avec sérieux en regardant son propre milieu de travail puis ses propres besoins sans pelleter la question dans la cour des tribunaux. Merci, je vais arrêter là. Oui, parce que je vais donner l'occasion Oui. à la salle de poser des questions, donc allez-y. Concernant les tests de dépistage, Mm-hmm. là, je comprends que c'est permis dans certains milieux, pas tant que ça dans d'autres. Maintenant, dans un milieu où ce serait permis, est-ce que, si on compare avec l'ultrasomètre, mettons, c'est permis aux policiers, sous un motif raisonnable, de me demander de passer des ultrasomètres. Si je ne me trompe pas, j'ai le droit de refuser de passer cette ultrasomètre-là. Ah non. J'ai pas le droit? Ben, en pénal, le refus de fournir un échantillon, c'est un délit en soi. OK. Bon, ben, ça répond à la première question. Je suppose que ce serait la même chose pour les tests. Ah oui, il y a beaucoup de jurisprudence sur cette question, sur des salariés qui refusent de passer un test de dépistage. Et là, c'est moins clair qu'en matière pénale. Parce que la règle générale en droit de travail, on appelle ça le Work Now, Grieve Later Rule. C'est-à-dire que c'est la nature même du lien de subordination, c'est obéir d'abord, se plaindre après. Mais l'exception à cette règle-là, c'est lorsque c'est les droits fondamentaux du salarié qui sont en jeu. On ne peut pas lui demander d'accepter une atteinte à ses droits fondamentaux et seulement de se plaindre plus tard. Mais ça met des salariés dans des situations impossibles parce qu'ils doivent faire leur propre analyse sur le champ de la chance de réussite éventuelle de leur litige. Et donc, il y en a beaucoup qui ont refusé, puis ça a mené à des litiges, puis souvent ils gagnent, mais pas toujours. Donc, les salariés sont dans une situation assez difficile quand on leur demande de fournir un échantillon. Puis, pour les tests eux-mêmes, qui est en autorité pour faire un test? Je veux dire, un employeur peut demander un test, mais est-ce que lui-même peut faire passer un test? Comme on a dit, il y a plein de façons. Il y a la salive, il y a les cheveux, il y a l'urine, il y a de... C'est open bar. C'est n'importe qui, là, mettons, un adjoint administratif. À la limite, le contremaître du plancher peut lui donner une petite tasse, puis il va dans la toilette, puis il fait pipi, puis après on va... Bon, dans la réalité, normalement, ils ne font pas ça. Normalement, il y a une infirmière ou médecin de l'entreprise qui va s'assurer que... parce qu'il y a l'employeur, quand on fait passer ce test-là, c'est presque garanti qu'il va avoir un litige qui s'ensuit. Donc, l'employeur veut garantir la fiabilité de l'échantillon, la chaîne de possession, etc. Donc, et ça, c'est drôle, c'est tout un autre aspect de l'expérience américaine. Mais l'industrie du pipi dans le pot, c'est une industrie énorme de multi-millions de dollars par année. Il y a des entreprises spécialisées dans ça qui font d'énormes profits sur ces mécanismes répressifs-là. Et assez drôle aussi, aux États-Unis, en tout cas, il y a mais j'ai de façon anecdotique compris récemment que ça se passe au Canada aussi. Il y a aussi une grande industrie qu'on appelle de detox industry, donc de produits qui aident à masquer les métabolites dans donc c'est le capitalisme tout bas. Mais pour répondre à votre question, en principe, l'employeur peut déléguer qui il veut pour effectuer l'échantillon. Dans les faits, normalement, ils ont recours à des entreprises spécialisées parce qu'ils veulent s'assurer de la fiabilité des résultats et de la chaîne de possession. Donc, ça peut être un motif pour un employé. Peut-être pas de refuser, mais de contester les résultats d'un test. Absolument. Okay. Ben, moi, c'est correct, je suis pas dans les milieux. C'est pas des amis, je vais rentrer.
Je parle de ma recherche, là. Je donne pas de conseils juridiques ici. Oui, c'est un cycle de recherche. Oui, sur la question de la fiabilité, justement, des tests de dépistage, ce qui m'a accroché un petit peu, c'est quand l'employeur requiert ce test de dépistage-là, je présume que c'est un test positif ou négatif, il n'y a pas de taux qui a été examiné, ou par rapport à la fiabilité de ce test-là, est-ce qu'il y a un courant jurisprudentiel qui dit que dans cette circonstance-là, le test est très pertinent, et là, non? L'historique en matière de tests de dépistage d'urine, c'est présence ou non de métabolites. Ce qui nous permet de savoir, bon, peut-être il y a 3 semaines, quand il était à Amsterdam, il est allé à un coffee shop. Ça ne permettait aucunement de le savoir. Maintenant, avec les tests de salive et l'établissement de seuils pas très cohérents, pas très parlants, mais qui sont quand même édictés pour la mise en œuvre des codes de la sécurité routière, je pense que cela pourrait être aussi utilisé par les employeurs. Cela étant dit, je ne l'ai pas mentionné, mais les tests de salive ont un problème important. C'est que ça fonctionne parce que tes membranes muqueuses absorbent la fumée. Sauf que d'ici un an, là, les milléniaux, ils n'aiment pas ça fumer, c'est pas bon pour les poumons. Ils vont tous manger des petits jujubes avec du cannabis, puis le test de salive, ça nous donne rien là-dessus. Il y a aussi, dans la littérature, on a démontré qu'on peut les déjouer en buvant de l'eau et en suçant des menthes. Aux États-Unis, on vend des menthes spécifiquement prévues pour ça. Et il y a aussi des tests qui sont des faux positifs. Donc, c'est pas la panacée. Donc, ce que vous dites, c'est que ce qui est présentement en essai à la police de Gatineau, notamment sur un système de dépistage par la salive, la fiabilité, il va avoir de la misère au moment de passer le test de dépistage. Oui. Ça va être aux pénalistes de vous répondre ça. Moi, je pense que c'est sûr qu'il y a des poursuites qui s'en viennent. Mais de ce que je comprends, ça ne va pas être le seul élément. Il y a des officiers, mais c'est vraiment pas mon domaine. Il y a des spécifiquement formés pour détecter les facultés affaiblies, puis le fait que le test de salive soit à l'intérieur d'une certaine fourchette va faire partie d'une analyse globale. En fait, si je peux me permettre, oui? c'est plus une recherche d'un motif raisonnable afin de soumettre un élément évaluateur. Voilà. Lui va faire 3 tests et via ces 3 examens-là, va déterminer s'il y a faculté affaiblie et à ce moment-là, va soumettre l'individu à un test d'urine. Okay. Dans les corps policiers, comme à MRC des Collines, il y a seulement un agent évaluateur pour l'ensemble du territoire. Donc, ça explique. Puis là, c'est le chat qui court après sa queue, là, parce que normalement, il faut avoir des motifs raisonnables pour faire passer le test. Donc là, on fait passer le test pour trouver les motifs raisonnables. Les directives de poste, même les barrages routiers, seulement pour l'alcool, il n'y a pas de spécificité en ce moment qui ont prévu on va faire des barrages à cause du cannabis. Les parties de Noël s'en viennent de toute façon, on peut mettre ça dans le même chapeau. J'enseigne en technique policière au cégep de Traweb, puis je parlais avec un de mes confrères de la MRC des Collines. Je pense que la police de Gatineau, elle va avoir une autre approche, là, mais pour la MRC des Collines, ça ne s'en fait pas. Le problème existait, c'est pas parce que les gens, ça devient légal qu'on commence à plus fumer. Mais je veux pas, en m'attaquant au test, je veux pas non plus banaliser la problématique de la conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par l'alcool, le cannabis ou encore les médicaments sous ordonnance ou la fatigue, ou le textage. Mais le fait que ce soit un problème social important ne rend pas les tests fiables. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. C'est par rapport à votre commentaire du open bar, qu'on laisse un peu les tribunaux décider dans quelques années qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est utile de regarder qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, au Portugal ou en Uruguay, comme comparatif, pour faire une approche comparative, ou ça nous aide pas trop? Je pense que le droit de travail est suffisamment différent qu'on ne va pas se fier à ce qui se passe là. Mais on verra. Effectivement, et ça sort un peu de mon champ d'expertise. Je fais surtout du droit de travail, mais
des recherches empiriques en relations industrielles comparées pourraient effectivement nous dire si les employeurs vont se prévaloir de la légalisation pour comme réguler de façon plus stricte la consommation au travail. Donc, c'est possible. En ce qui concerne le droit, je serais surpris que les tribunaux canadiens commencent soudainement à citer les jugements uruguayens. Mais rien n'est possible pour une plaideuse créative. Hein? Une question, j'ai trouvé intéressant ton commentaire au début sur cet effet paradoxal de la légalisation qui fait en sorte qu'on en profite pour resserrer les régimes normatifs. Qu'est-ce que tu pourrais... comment tu observes ça? C'est assez curieux. Je trouve assez curieux aussi, on le voit surtout, et on a des collègues ici qui travaillent là-dessus aussi chez nous, sur les règlements municipaux. C'est incroyable à quel point, écoutez, il y a 4 semaines, là, se promener à Montréal-Nord en fumant un joint, ça se fait régulièrement. Puis peut-être il y avait un policier qui arrêtait et disait hey, « éteins ça ». Et maintenant, il va y avoir tout un système de contrôle d'étiquettes. Qui est-ce que ces étiquettes-là affectent? Bien, ça affecte Montréal-Nord, ça affecte pas le plateau Montréal. Puis, les populations qui sont visées, c'est pas les propriétaires de maisons qui peuvent fumer chez eux, c'est des locataires qui on a permis de mettre dans les baux d'habitation. Donc, je pense qu'il y a comme un va-et-vient entre le droit formel au niveau très... dans les paliers supérieurs et le contrôle social. Et le contrôle social, ça se fait... Et on le voit dans le cannabis aussi, avant la légalisation, ça se fait aussi par le corps médical. Toute cette histoire-là de la période de latence, si vous voulez, dans les 24 heures suivantes, ça a justifié des sorties de toxicologues et de spécialistes de la dépendance à dire « Ah, on devrait alors faire en sorte que ça soit risque zéro, tolérance zéro dans tous les milieux de travail, etc. » Ils ne connaissent rien du droit, mais ils se permettent ça. Pourquoi? Parce que les autorités médicales, je ne vais pas sortir comme des Foucault, les autorités médicales ont depuis longtemps été une source de contrôle social qui opère pas juste en parallèle, mais en interaction avec le système du droit étatique. Ça ne me surprend pas. Un exemple flagrant de ça, c'est la déclaration du chef de police de la ville de Québec. Il a dit « Nous, on va demander un engagement moral de nos policiers de ne jamais consommer. En même temps, on ne va pas leur demander de signer un document quelconque. Il n'y aura pas de sanction en cas de violation de cette obligation morale, mais c'est une question de valeur. » Donc, on voit là un espèce de... Bon, c'est pas peut-être, à moins qu'on soit un pluraliste extrême, c'est pas une règle de droit, mais le droit, il n'arrive pas, c'est pas un cadre normatif autonome qui est insensible au désir de réguler, que ce soit par le petit pénal comme l'étiquette, par les règlements d'entreprise, par le corps médical ou encore par les sorties de personnes en situation d'autorité comme le chef de police. Quels sont les paramètres qui ont été appliqués aux policiers au Colorado? Je ne le sais pas. C'est une excellente question. C'est drôle parce que les tests de dépistage sont beaucoup plus acceptés aux États-Unis. Mais ça, ça c'est à regarder tout de suite. Alors, pendant qu'on va regarder ça, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Quand tantôt on a parlé des accidents de travail, c'était pour le test de dépistage, c'était pour des milieux à haut risque. Mais un accident du travail qui arriverait n'importe où on soupçonne, je me dis, est-ce que ça ouvrira pas justement les tests de dépistage dans tous les milieux de travail?
Parce que là, il y a quand même une responsabilité de l'employé de ne pas... par exemple, Sophie déboule les escaliers, on soupçonne, elle a les yeux légèrement rouges, elle m'accroche en passant, je déboule avec elle. Alors, on s'entend que la faculté de droit, c'est pas à haut risque, en général. Vous savez pas pour la santé physique, en tout cas. C'est ça, c'est ça qu'à ce moment-là, je me disais, est-ce que ça ne sera pas justement une porte d'ouverture vers le test de dépistage, aussitôt qu'il y a un accident de travail? C'est possible. À date, la réponse formelle, c'est non, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi la catégorie des postes critiques pour la sécurité tellement large qu'à peu près tout peut tomber là-dedans. Mais là, la modification récente à la LSST, ça va donner un point d'attache pour les employeurs qui veulent aller dans cette direction-là, parce qu'on demande spécifiquement aux employeurs de prendre des mesures pour s'assurer que leurs salariés ne soient pas sous l'influence. Voilà. Donc, c'est un autre point de fuite d'une re-réglementation possible, tout à fait. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant et on va continuer de parler de ce terme pour un petit moment. Merci beaucoup.